s'il y a des questions, des objections, j'y répondrai très volontiers. Vous avez J'ai été très long, oui. Problèmes religieux, Oui. notamment en Proche-Orient, Moyen-Orient. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu, maintenant, est-ce qu'on subit encore, négativement ou positivement, l'effet des périodes coloniales? Parce que toutes ces régions-là ont subi la colonisation. Oui, je vais être très franc, je ne suis pas certain que la période coloniale ait laissé, pour ce qui est de ces régions-là, hein, si c'était le Maghreb, mon appréciation serait peut-être différente, ait eu une tellement grande importance. D'abord parce qu'elle n'a pas laissé un mauvais souvenir. Par exemple, au Liban et en Syrie, qui d'ailleurs n'ont pas été colonisés, parce qu'ils étaient colonies turques. Enfin, en quelque sorte, ils faisaient partie de l'Empire ottoman. Et par conséquent, la présence occidentale y a été assez brève et a pu être considérée comme une relative libération par rapport aux Turcs. Et précisément, d'ailleurs, dès le départ, ces pays n'ont pas été considérés juridiquement comme des colonies, comme vous le savez, mais la Syrie et le Liban ont été placés sous mandat de la Société des Nations, mandat, dans le cas de la Syrie et du Liban, donné à la France. Les anglo-saxons, eux, s'étant réservé les secteurs à pétrole, hein, comme toujours. Bon, ils laissent quand même la Palestine, qu'ils avaient promis à la fois aux Juifs et aux Arabes, ce qui est quand même une des sources des problèmes qu'elle connaît actuellement, mais surtout, évidemment, l'Irak, dont ils ont profité de la circonstance, d'ailleurs, du mandat sur l'Irak, pour agrandir le Koweït, un sultanat qui leur était vassal, aux dépens de l'Irak, ce qui explique aussi ce qui est l'un des éléments qui rend compte de la première guerre du Golfe. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait eu colonisation à proprement parler. Il y a eu une présence indiscutable, mais elle a duré. Elle s'est manifestée seulement après la Première Guerre mondiale. Ces peuples étaient auparavant, je ne sais pas s'il faut dire asservis, mais enfin dominés en tout cas par les Turcs. Et je ne crois pas que cette colonisation ait laissé un si mauvais souvenir que cela. Alors, bien sûr, ça peut alimenter l'imaginaire collectif, en particulier de ceux qui sont les ennemis des Occidentaux. Mais vous remarquerez d'ailleurs que dans la propagande, par exemple, des islamistes, de l'organisation dite État islamique, etc., on évoque beaucoup plus les croisés que les colons. Voilà. Donc on remonte dans l'animosité pour exciter à l'hostilité ou à la haine contre le monde occidental, on évoque les croisades, et pas tellement, beaucoup plus, à ma connaissance, hein, dans tout ce que j'ai lu, beaucoup plus que la période dite de la colonisation. Voilà. Alors, en ce qui concerne si on va un peu plus loin, l'Iran, le Siam, l'ancien Siam, aujourd'hui Thaïlande, la Chine, le Japon, n'ont pas été colonisés. L'Inde l'a été, bien sûr. L'Inde l'a été, mais les pays que je viens de citer ne l'ont pas été. En revanche, ils ont été reconnus comme des pays, comme des États indépendants. En revanche, ils ont subi un régime discriminatoire, ce que l'on a appelé les traités inégaux. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, je veux pas être trop long, mais les traités inégaux s'inspirent des capitulations qui, comme le nom ne l'indique pas, ne sont pas le fait de se rendre. Une capitulation dans le domaine du droit militaire, c'est quand une armée dépose les armes et se rend à l'ennemi. Bon. Mais là, c'est pas ça, ça vient du latin capitula, chapitre. Ce sont les premiers accords entre orientaux et occidentaux, ce sont ceux que François Ier conclut avec Soliman le Magnifique. Et Soliman le Magnifique, il est au fait de sa puissance. Et qu'est-ce qu'il dit, Soliman le Magnifique? Eh bien, il accepte, compte tenu de l'alliance avec la France, qui a pour but de prendre à revers Charles Quint, il accepte que les chrétiens dans son empire, qui après tout ne relèvent pas du droit musulman, puisqu'ils ne sont pas musulmans, soient jugés par des consuls français, des consuls francs. Et voilà, donc on applique en quelque sorte une loi personnelle. Les musulmans seront jugés par les tribunaux musulmans, etc. Mais les chrétiens, après tout, on fera arbitre des chrétiens, les francs, parce qu'on est allié avec les Français. Bon. Et ça, c'est très bien quand la Turquie est au fait de sa puissance. Quand la Turquie devient, comme on a dit, l'homme malade de l'Europe. Et on s'aperçoit assez vite que ça fait en sorte que les Occidentaux sont jugés
par leurs consuls, appliquant leurs propres lois, et qu'ils échappent complètement à la loi territoriale. Et ce régime des capitulations, il va être transposé au Maroc, avant le protectorat, il va être transposé en Iran, c'est-à-dire à la Perse, au Siam, c'est-à-dire à la Thaïlande, à la Chine et au Japon. Et ça va permettre aux Occidentaux qui ont obtenu l'autorisation de résider dans certaines villes. Je pense, s'agissant du Japon, un village de pêcheurs qui est aujourd'hui une ville de 3 millions ou 4 millions d'habitants, je ne sais pas, Yokohama, par exemple, ou Kobe. Bon, les Occidentaux vont se grouper dans ces villes où ils ont obtenu le droit de résider, et pratiquement, ils vont être les maîtres, puisque même le criminel, le proxénète, etc., ne peuvent pas être jugés par les tribunaux japonais, mais seulement par les Occidentaux. Les Japonais vont donc se rendre compte très rapidement, eux aussi, qu'ils ont fait un petit peu un marché de dupes, qu'au début, quand ils ont signé ces traités, ça ne les étonnait pas, parce que quand un samouraï se comportait mal, on le remettait à son fief, et le fief se chargeait à son clan, si vous préférez. Et son clan se chargeait de le punir, de le prier poliment de s'éventrer, ou des choses comme ça, pour ne pas endosser de responsabilités collectives. Donc les Japonais trouvaient ça assez normal que les Français en France seront jugés par les Français. Ils se sont rendus compte ensuite que c'était assez discriminant. Et ils n'ont eu de cesse que d'obtenir l'abrogation de ces traités inégaux, qu'ils ont obtenus, s'agissant du Japon, en 1899, donc tout à fait à la fin du IXe siècle. Et je pense à une brochure d'un Allemand qui s'appelait Siebold, qui s'appelle « L'accession du Japon aux droits des gens européens », l'accession du Japon au droit international, et qui dit que c'est la première puissance non chrétienne, non occidentale, à être admise de plein pied, sur un pied d'équité, d'égalité complète, avec les Occidentaux. Alors que, par exemple, s'agissant de la Turquie, au traité de Paris qui a mis fin à la guerre de Crimée, en 1856, on déclare « La Turquie est admise au bénéfice du droit des gens européens ». Autrement dit, la Turquie est reconnue comme un État, la Turquie jouit du droit international, mais la Turquie est quand même discriminée, en quelque sorte, par ces traités inégaux. Alors ça a laissé une certaine trace dans les mémoires, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit aujourd'hui l'objet d'un ressentiment considérable. Ça l'a été pendant longtemps. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, par exemple, les Japonais d'abord, les Chinois ensuite, ont essayé d'occidentaliser leurs droits. C'est pour obtenir par la négociation que les Occidentaux acceptent que leurs propres ressortissants soient traduits devant les tribunaux nationaux. Il faut dire que quand les Occidentaux concluent ces traités inégaux avec le Japon, par exemple, évidemment, il y a encore le droit pénal japonais, on ne peut pas le connaître parce qu'il est secret. Les autorités le gardent secret. Et puis on sait qu'il y a des châtiments assez douloureux, comme le fait d'avoir le cou scié, etc. Alors on se dit, non, on va pas laisser nos ressortissants à un régime juridique aussi barbare. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle... C'est une des raisons pour lesquelles ensuite ces pays ont modernisé leurs droits dans un sens d'occidentalisation, c'est pour obtenir de recouvrer la souveraineté sur la totalité de leur territoire. Vous avez dit, allions-nous à ces pays de vieille civilisation? Qui peut être le nous? Parce que, est-ce que ces pays croient qu'il y a une diplomatie européenne? Est-ce que ces pays continuent à percevoir ce qui pourrait être une diplomatie française, etc. Comment faire? Ah oui, excusez-moi, ça aussi c'est une très bonne question. Alors c'est assez curieux. Par exemple, bon, moi, excusez-moi, je reviens sur le Japon parce que c'est quand même ce que je connais le moins mal. Je suis membre de la délégation du Parlement européen qui est chargée des relations avec ce pays. Donc à ce titre, je rencontre chaque année, un coup à Bruxelles ou Strasbourg, un coup à Tokyo, généralement, les parlementaires japonais de leur chambre des députés ou leur chambre des conseillers, l'équivalent de leur Sénat, qui, eux, sont chargés des relations avec l'Union européenne. Bon. Alors, c'est très intéressant de voir les discours. D'abord, il faut bien dire d'abord qu'en Asie, vous avez le discours de façade, et puis vous avez ensuite ce que pensent les gens réellement. Ce qui a donné d'ailleurs lieu à tous ces mythes
sur l'hypocrisie des Asiatiques. En réalité, le discours de façade, tout le monde sait que c'est un discours de façade dans ce système. Mais il est nécessaire parce qu'il est exigé par la politesse, pour éviter de faire que votre interlocuteur ne perde la face. Tandis que si on annonce trop brutalement qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec lui, ça n'est pas très poli. Voilà. Donc alors, dans ce discours de façade, les Japonais ne tarissent pas de louanges sur l'Union européenne, et puis ils pensent que vraiment c'est l'Europe le patron. Il faut dire l'Union européenne essaie de s'arroger cette fonction. J'en avais que pour preuve, avant-hier, la Pologne, et hier, le Danemark mis en accusation à Strasbourg. Bon. Et alors, les Japonais disaient, alors ils ne tarissent pas d'éloges, enfin ceux que je connais, que je rencontre, ils disent c'est extraordinaire quand même, cette Union européenne, et puis alors là, ça revient toujours, la France et l'Allemagne qui se sont fait la guerre 3 fois en un siècle, etc., et qui maintenant marchent la main dans la main au sein de la même organisation. Bon. Du discours convenu qui plaît beaucoup à mes collègues des autres groupes européens, enfin de la plupart. Et alors, moi, je casse l'ambiance, j'ai un discours qui est parfaitement rodé, hein. Je leur dis, écoutez, c'est très touchant tout ce que vous venez de dire, là, je pense que vous devriez peut-être essayer la même chose en Extrême-Orient. Vous pourriez faire une union de l'Asie orientale, alors dans laquelle, évidemment, par comparaison avec nous, eh bien, vous auriez 15% des droits de vote, la Thaïlande 8, le Cambodge 3, la Chine 30, les Philippines 22, la Corée 16, etc. Mais rassurez-vous, vous aurez bien les 15% de droits de vote, aussi bien au Conseil des ministres, en quelque sorte, que également le nombre des sièges au Parlement. Et alors, dans cette union, par exemple, il pourrait y avoir la banque, le yen va disparaître. Hein, il y aura une monnaie unique qui sera émise depuis Singapour. C'est normal parce que c'est une place financière importante. Le Conseil des ministres se réunira à Shanghai. Le Parlement pourrait se réunir à Séoul, par exemple, et la Cour de justice sera chez vous, à Kyoto. Il n'y a pas de problème. Et l'Union va s'occuper de toutes les questions monétaires, économiques, décidera de l'ouverture de vos frontières, de votre politique d'immigration, de votre politique économique et aussi de beaucoup d'autres choses, bien sûr, auxquelles elle s'intéressera pour s'assurer de la libre circulation sur votre territoire, de toutes les personnes qui sont membres de l'Union, avec leur liberté de circulation, d'établissement, la politique extérieure commune, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors là, ça casse l'ambiance. Et alors là, il dit, oui, non, mais... Non, pour nous, non, on n'est pas prêts. non, pas vraiment, non, je crois que chez nous, non, ça ne marcherait pas comme ça. Mais j'ai dit, voilà, vous avez compris ce que peuvent être les réticences de ce qu'on appelle les eurosceptiques, c'est-à-dire la minorité croissante dont je fais partie et qui considère que l'Union européenne est passée du stade de la coopération au super-État euro-mondialiste qui nous enserre dans un carcan. Voilà. Mais alors, par cette petite fable alors je prépare mon truc, hein, je fais bien les proportions et tout, en fonction de la population de chaque État. Et là, je leur fais comprendre que ça peut quand même poser des problèmes. Voilà. Donc, ils sont conscients, il est évident que quand je dis allions-nous, ça peut être effectivement, pourquoi pas, des Européens, bien sûr. On peut agir de concert avec d'autres pays européens, mais ça peut être aussi une France qui en tout état de cause doit retrouver quand même la maîtrise de sa politique étrangère et de sa politique économique extérieure. Oui ? Vous avez parlé de l'égalité entre les peuples qu'il fallait promouvoir. Est-ce que vous pensez que selon ce principe, chaque peuple pourrait développer l'arme atomique librement? Je préfère pas.
Évidemment, parce que le problème, c'est que l'histoire de l'humanité montre qu'il n'y a pas d'exemple d'une arme qui était inventée et qui n'est pas servie. Hein, je crois que c'est le concile de Clermont qui avait prohibé l'usage de l'arbalète parce que c'était un instrument de guerre trop terrible. Bon, on a quand même utilisé les arbalètes et après on a utilisé des choses bien pires que les arbalètes. Bon. Donc je préfère pas, mais il y a, moi j'apprécie d'ailleurs les efforts pour le désarmement quand même. Il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits, et notamment quand même les accords SALT, je ne sais pas comment il faut dire, entre la Russie et les États-Unis ont permis quand même un certain démantèlement de l'armement nucléaire, et en particulier de l'armement nucléaire de ces deux puissances qui se trouvaient sur le territoire de l'Europe. Ce qui était quand même très gênant. Ils en ont gardé assez pour détruire le monde, hein, chacun. Mais enfin, on a rapatrié les SS-20, on les a démantelés, etc. Et je considère ça quand même comme un progrès. Alors il y a le traité de non-prolifération. La liberté des nations, c'est aussi la liberté de s'engager. Et à partir du moment où elles se sont engagées, c'est vrai que normalement, les traités doivent être respectés. Pacta sunt servanda, les accords sont faits pour être respectés. Et donc, c'est d'ailleurs dans le cas de l'Iran, un petit peu, hein, c'est ça qu'on opposait à l'Iran, c'est le traité de non-prolifération. Voilà. Que certains n'ont pas signé, c'est vrai. La Corée du Nord n'a pas signé le traité de non-prolifération. Bon. Donc, non, moi je suis inquiet, évidemment, de la prolifération de l'arme atomique. Mais je suis surtout inquiet quand je la vois aux mains, quand même, de gens comme Kim Jong-il, dans lequel je n'aurais pas une confiance, ou de son entourage, dans lequel je n'aurais pas une confiance absolue, quoi. Ils sont toujours en guerre, d'ailleurs. Ils se considèrent comme toujours en guerre, oui. C'est un armistice, légal, juridiquement parlant, ils sont toujours en guerre. Panmunjom, c'est simplement un armistice, c'est pas un traité de paix, oui. Oui, alors on va prendre de gauche à droite, peut-être monsieur, et puis ensuite, j'ai vu, et ici, oui, d'accord. Alors, monsieur, je vous en prie. Le système d'asservissement par le marché, la banque et la dette, il passe par les élites des pays. Oui. Un peu comme César qui prenait les fils gaulois pour tout à fait. En faire des gallo-romains. Est-ce que vous pensez que c'est en route dans ce monde-là, et est-ce que vous pensez que c'est possible ? Oui, oui, bien sûr, il y a un risque. Hein. Bien sûr, il y a un risque. Mais alors, je vois quand même, il y a plus au Japon qu'en Chine. En Chine, c'est un peu inquiétant. Enfin, je vais m'y rendre prochainement, mais on va voir. Mais plus au Japon qu'en Chine, il y a quand même une certaine résistance culturelle. Je veux dire par là que même les gens modestes et simples cultivent presque tous un hobby culturel, alors qui peut être un hobby occidental, hein. Ça peut être de faire du violon ou de jouer Chopin sur le piano familial, mais aussi très souvent un art ou une discipline de la culture traditionnelle, la cérémonie du thé, un art martial, la calligraphie, beaucoup d'autres choses. Et là, j'y vois quand même une forme de résistance à ce nivellement, tout en permettant quand même de s'enrichir mutuellement de cultures différentes. Je pense, j'espère aussi que chez ces élites, une partie de ces élites, c'est un peu comme la France, il subsiste quand même une certaine dose de fierté nationale. Il me semble que ça subsiste là-bas, dans ces pays, plus peut-être que chez nous. Voilà, donc je ne suis pas prophète, je peux pas savoir exactement. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir la Chine aujourd'hui, comme elle a par exemple détruit une partie considérable de son patrimoine par exemple architectural et artistique, à l'époque de la révolution culturelle, mais le libéralisme économique d'aujourd'hui en détruit autant. Notamment les quartiers traditionnels à Pékin, tout ça était absolument rasé. Et même au Japon, toutes les fois que je reviens à Kyoto, l'ancienne capitale impériale, je suis un peu désolé parce qu'ils laissent subsister les temples, les anciens temples, les palais, tout ça, enfin les monuments, mais les quartiers traditionnels avec un habitat traditionnel, la maison traditionnelle en bois, avec les tatamis, etc., qui a son écosystème,
et qui était quand même merveilleuse. Bon, pas toujours très confortable en hiver, mais enfin quand même, malheureusement disparaît remplacé par des petits cubes de béton qui... je trouve ça criminel de faire ce que les bombardements américains n'avaient pas fait, quoi. Bon, avaient épargné au moins cet endroit-là. Bon, c'est un problème. Alors là, on touche d'ailleurs à une autre influence culturelle qui est celle du bouddhisme. Le bouddhisme a cultivé quand même chez ces pays-là la notion de l'impermanence. Donc ils n'ont pas exactement le même attrait que nous, systématiquement, pour les vieilles pierres, pour la conservation de ce qui est. Du moins de ce qui... Si, quand c'est un grand temple célèbre qui a 1000 ans d'âge, oui. Mais... par exemple, beaucoup de Français sont attachés, quand ils ont une maison de campagne qui a 1 ou 2 siècles, ou quelquefois plus, ce qui est souvent le cas, ils sont attachés à ce que ça conserve son cachet, etc. Ils n'ont pas l'idée de la raser pour faire quelque chose, enfin pas tous, heureusement encore, de la raser pour faire un bloc de béton qui sera beaucoup mieux isolé et dans lequel les dépenses de chauffage sont moins importantes. Dans les civilisations où ce thème de l'impermanence revient, je crois qu'on se résigne plus facilement à la destruction du patrimoine. Et ça, c'est sans doute aussi une donnée culturelle. Voilà. Mais je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de meilleure réponse à votre question. Alors ensuite, c'était monsieur, oui. Oui, je voulais avoir votre opinion en fait sur un peuple qui, d'après moi, est vraiment médian entre l'Occident Oui. et l'Orient, de par leur langue et leur provenance. Je voulais parler de la Hongrie. La Hongrie. Oui, oui. Je voulais avoir votre vision à moyen terme, par exemple à 20, 30 ou 50 ans, considérant la politique qu'ils ont en ce moment d'avoir été par exemple les premiers à ériger un mur qui bientôt va recouvrir toute la moitié sud. Oui. Et je voulais avoir votre vision là-dessus, sur vers quoi ça pourrait leur mener, cette politique un peu de rébellion, qu'ils ont l'habitude d'avoir dans leur histoire d'ailleurs. Et comment ce problème peut s'articuler avec le problème toujours actuel des minorités hongroises qui sont toujours présentes et qui ne se sont pas dissoutes. Alors là, c'est un sujet très différent, évidemment, de celui qu'on a traité, mais quand même, c'est vrai que les Hongrois, les Magyars, sont un peuple d'origine asiatique, d'origine ouralique, dans le groupe ouralo-altaïque. Ça présente d'ailleurs des parentés avec, par exemple, la langue japonaise et coréenne. Je disais tout à l'heure qu'il y a le groupe des langues monosyllabiques, le chinois, le vietnamien, une idée exprimée par une syllabe à un ton donné, les tons permettant de varier le répertoire. Il y a les langues comme les nôtres à flexion, les conjugaisons des verbes. Et à l'autre, encore plus loin, il y a ce qu'on appelle les langues agglutinantes. Alors là, c'est des langues qui fonctionnent où on ajoute à chaque mot des éléments comme des Legos. Par exemple, en japonais, blanc, c'est shiroi, les adjectifs sont généralement en ni. Rouge, akai, noir, kuroi. Mais vous pouvez, au lieu du i final, vous mettez ku, et ensuite vous pouvez rajouter quelque chose, comme la négation nai. Donc shirokunai, qui n'est pas blanc, ça fait un seul mot toujours. Shirokunai, qui n'est pas blanc, kurokunai, qui n'est pas noir, akakunai, qui n'est pas rouge. Ou alors katta, l'imparfait. Shirokatta, qui était blanc, akakatta, qui était rouge, kurokatta, qui était noir. Mais vous pouvez rajouter aussi l'imparfait à la négation. Shirokunakatta, qui n'était pas blanc, Akakunakatta qui n'était pas rouge, Kurokunakatta qui n'était pas noir. Vous voyez, ça fait des langues, les mots sont des Legos. Et alors c'est très curieux parce que c'est exactement la même structure, fondamentale en hongrois. Alors les Hongrois, c'est vrai que les Hongrois se considèrent un peu comme d'origine asiatique. Ils ont été quand même très occidentalisés, il faut bien le dire, surtout qu'en Pannonie, où ils sont arrivés les tribus hongroises, qui étaient un peu des tribus uniques, des Huns, des parents des Huns. Il y avait des Celtes, déjà, donc tout ça c'est mêlé. Et évidemment, leur civilisation a été complètement occidentalisée. Alors parmi mes amis du Jobbik, mouvement nationaliste hongrois, il y en a qui regardent un peu vers les steppes d'où ils sont venus il y a 12 siècles, quelque chose comme ça. Par exemple, mon ami Bela Kovac est tout le temps fourré au Kazakhstan, au Kirghizistan, que sais-je. Pourquoi pas? Ils ont un intérêt pour tout
pour tout ce monde de l'Asie centrale dont ils pensent également être issus. Mais aussi, évidemment, ils remettent en cause, oui, l'abominable traité de Trianon qui a dépecé la Hongrie complètement et qui a laissé des millions de Hongrois qui étaient pourtant en limite de la Hongrie, qui les a laissés, les a laissés dans d'autres États. Ceci étant, aujourd'hui, ces minorités ont considérablement diminué. La minorité la plus importante, et là j'y ai un ami aussi, bien qu'il ne soit pas de la même formation politique que moi du tout, M. Sogor, qui est un ressortissant roumain de Transylvanie. C'est au cœur de la Transylvanie, ce qu'on appelle les séclaires, les anciens sicules, qui sont très proches des Hongrois, qui se considèrent comme Hongrois, mais qui sont séparés, eux, de la Hongrie quand même par un espace occupé par les populations roumaines. Alors, je ne vois pas très bien, je crois qu'aujourd'hui, autrefois, c'est-à-dire en 1919, lorsque l'abominable traité de Trianon a été signé, il est certain que le sud de la Slovaquie était hongrois, que la frontière avec la Roumanie, Arad, Oradea, etc., Timișoara, il y avait énormément de Hongrois. La Voïvodine, c'est-à-dire une partie qui a été donnée à la Serbie, c'était aussi des Hongrois, mais malheureusement ces minorités ont été réduites, expulsées après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Donc je ne vois pas tellement d'avenir dans une revendication qui est évidemment aurait le grand péril de réouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire la remise en cause des frontières. Alors je peux concevoir que, après tout, le gouvernement hongrois donne des passeports ou des cartes d'identité aux minorités hongroises dans ces pays-là. À mon avis, je ne vois pas très bien comment ça peut aller au-delà. D'autant plus que quand même, la Hongrie a un problème interne, c'est qu'elle est frappée depuis longtemps par la dénatalité. Les Hongrois ne sont plus que 10 millions. Quand vous êtes 10 millions, c'est pas très facile d'avoir une politique expansionniste. Hein. S'ils se mettent à faire plus d'enfants que les Roumains, que les Slovaques et que les Serbes, à ce moment-là, on verra. Pardon, oui ? Vous évoquiez l'euroscepticisme tout à l'heure. Oui. Et du coup, je me disais, si dans un futur proche, d'ici 10 ans, par exemple, la France retrouverait sa souveraineté et son indépendance, est-ce qu'on a conservé des bonnes relations avec les puissances orientales, comme la Chine ? Oui, non, mais on est lié quand même par plus de 4000 traités. Et dans certains de ces traités, ce ne sont pas seulement des traités bilatéraux, c'est quelquefois des traités, il y a un traité avec 150 États. Si vous prenez la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, par exemple, ou la Convention de Vienne sur le droit des traités, ou maintenant, je ne sais pas ce que M. Fabius, qui était là ce matin à Strasbourg, hier, a fait signer sur la COP 21, etc. Bon, donc nous avons des relations avec tous les États du monde, nous avons un réseau diplomatique et consulaire avec pratiquement tous les États du monde, et ce n'est pas forcément lié du tout à notre appartenance à l'Union européenne. Je dis que moi, je n'étais pas partisan totalement de la destruction de l'Union européenne. Je déplore l'évolution depuis 60 ans vers un super-État, alors qu'à mon avis, ce qu'il faudrait faire, c'est de se contenter de faire des projets concrets, de coopération, parce que il ne me paraît pas absolument, de coopération du type de celle qu'on nous met toujours en avant quand il y a une campagne européenne, c'est par exemple l'avion Airbus ou la fusée Ariane, sauf que précisément ce qui marche, comme l'avion Airbus ou la fusée Ariane, ça ne doit rien au système de Bruxelles. Ce sont des coopérations qui sont nées dans un cadre juridique totalement différent. Airbus, c'est une joint venture, c'est une filiale commune de sociétés d'avionneurs européens, chacun fournissant une partie du capital, et en l'occurrence des pièces détachées de l'avion qui est assemblé à Toulouse. Bon, Ariane, c'est une organisation internationale à part, le Centre européen de recherche nucléaire, qui fait des recherches sur la structure de la matière à la limite dans un anneau
de 40 km souterrains où l'on essaie de reconstituer le Big Bang et l'origine du monde sous la frontière franco-suisse, et que j'ai visité d'ailleurs avec Le Pen, c'est une organisation internationale à part. Autrement dit, ce qui marche, ce sont les projets de coopération concrète. Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait des projets, par exemple un programme comme le programme Erasmus. Bon, j'étais doyen d'une fac où, encore une fois, on enseignait un paquet de langues étrangères. Bon, que les étudiants qui apprennent l'espagnol en France aillent passer 6 mois à Madrid ou à Saragosse, je trouve ça très bien, et inversement. Bon, ça ne me gêne pas. Le projet Galileo, le projet d'un système de GPS, de positionnement par satellite qui serait indépendant des États-Unis, je dirais pourquoi pas. Le problème, c'est qu'au lieu d'avoir des projets précis, concrets, sur lesquels les citoyens peuvent mettre un chiffrage, voilà ce que ça a coûté, voilà ce qui va en sortir, et pouvoir comparer, examiner ce bilan coût-avantage, on multiplie les normes, les règles, les contraintes, les servitudes, en même temps qu'on ouvre l'espace économique européen à la concurrence de pays qui, eux, n'ont ni normes, ni règles, ni contraintes, ni servitudes. Ça ne peut pas durer très longtemps, à mon avis. Il y avait une autre question par ici, oui. J'ai une question qui était corollaire à celle qui a été posée il n'y a pas de temps au succès japonais, malgré que les louanges de façade ne semblent ni impatients d'avoir leur Juncker ni leur Conchita-Wurst. Ni impatients d'avoir... Ni impatients d'avoir ni leur Juncker ou leur Conchita-Wurst, enfin ils sont des europhiles observateurs. Oui. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous ressentiez chez vos interlocuteurs japonais, justement, quand vous leur parliez par rapport aux dissensions qu'on peut observer entre les nations au sein même de l'Union européenne par rapport aux crises actuelles, justement, notamment la crise migratoire. On voit notamment la Hongrie qui a provoqué un effet domino, justement, d'un retour à la nation et d'un retour à des conceptions intelligibles. Comment est-ce qu'ils perçoivent justement ces dissonances? Est-ce qu'ils continuent justement dans l'apologie de façade ou... Alors, oui, d'abord, de cela même, je n'ai pas eu, sur ce sujet-là précisément, je n'ai pas eu encore de contact avec mes interlocuteurs politiques japonais pour une raison très simple, c'est qu'on ne s'est pratiquement pas rencontrés depuis 3 ans. Pour des raisons extrêmement simples, c'est que quand on devait y aller, il y avait les élections européennes, ou quand ils devaient venir, il y avait les élections européennes, et quand on devait nous y aller, il y avait les élections chez eux. Donc on va se voir en mai à Tokyo, et je leur poserai la question. Je n'ai pas eu les derniers développements. Alors je sais que sur l'immigration, ils ont eu pendant très longtemps quand même un régime assez strict, notamment sur le code de la nationalité, parce que il n'y avait que deux façons de devenir japonais, enfin, soit être né de père japonais, maintenant ça a changé, c'est père ou mère, bon, soit être né de père japonais, soit demander la naturalisation. Alors, à l'appui de cette naturalisation, vous pouvez fournir toutes sortes de choses. Ceci étant, comme la société japonaise est assez homogène, vous êtes traité très poliment, c'est très agréable, mais vous ne devenez jamais vraiment japonais, parce que ça... alors j'ai connu des missionnaires, bon, évidemment, qui n'avaient pas de famille, qui avaient quitté leur pays depuis très longtemps, des missionnaires occidentaux qui avaient, pensant mieux s'intégrer, demandé, obtenu, j'en ai connu un qui avait demandé, obtenu la nationalité japonaise, etc. Bon, il y a des gens, mais c'était quand même assez modeste. Et alors, et le droit du sol ne conférait pas de soi la nationalité japonaise, ce qui veut que, par exemple, il y a des jeunes Coréens, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, qui sont au Japon depuis 3 ou 4 générations, mais qui sont toujours considérés comme coréens. Alors ils ont un statut de résident privilégié, on ne les expulse pas, etc., mais ils n'étaient pas japonais, d'ailleurs ils se sentaient discriminés, c'était toujours extrêmement difficile. C'est toujours le problème de la récrimination, mais la récrimination induit la ségrégation, et la ségrégation
induit la récrimination, si vous voulez. Donc, voilà. Alors, les Japonais, surtout que, comme c'est un archipel quand même qui est très peuplé, encore que la population est principalement concentrée dans les plaines. Et il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup de verdure au Japon, contrairement à ce qu'on croit. Il y a beaucoup de nature. Parce que dans les montagnes, et montagnes, c'est montagne à vaches, et ben précisément ce qui caractérise le Japon, c'est qu'il n'y a pas de vaches dans les montagnes à vaches. Donc il n'y a pas d'habitat. Pour des raisons culturelles et autres. Donc il y a de la nature, il y a des espaces naturels. Mais c'est vrai quand même que la densité de population était très importante. Et les lois sur l'immigration étaient très strictes et strictement appliquées, et d'autant plus facilement appliquées qu'il n'y a pas 36 façons de gagner le Japon. Il y avait un aéroport international, 2 aéroports internationaux, Tokyo et Osaka. Alors, bon. Et puis, ou alors arriver par bateau. Enfin, traverser le Pacifique avec une pirogue, bon. La Chine, verrouillait ses ressortissants, la Corée du Nord aussi, la Russie également. Donc, ils n'étaient pas... les Philippines, etc., c'est quand même beaucoup plus au sud, ou l'Inde, c'est pas facile d'arriver au Japon, et d'arriver au Japon sans être repéré, en quelque sorte en franchissant clandestinement la frontière, et en n'étant pas repéré, c'était un peu difficile, quoi. Hein. Bon, donc ils n'avaient pas trop de problèmes à faire appliquer un régime assez strict en matière de migration. Alors maintenant, ils font un peu les mêmes erreurs, peut-être que celles du monde occidental, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils pourraient peut-être s'ouvrir davantage à l'immigration, comme un palliatif à la dénatalité et au vieillissement de leur population. Ce qui, à mon avis, quand un peuple laisse ouvertement à d'autres le soin de faire des enfants à sa place, il ne tarde pas à perdre quand même son indépendance ou à se créer des problèmes. Je ne suis pas contre toute perméabilité entre les peuples et les nations, j'ai moi-même épousé une japonaise. Mais c'est vrai que s'il y avait 10 millions de Français au Japon, le Japon explose. Ou 10 millions de Japonais en France, quelques sympathies que j'ai pour eux. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir, ce problème de migration. Je ne sais pas comment ils perçoivent la situation en Europe. Je crois qu'ils doivent l'apercevoir quand même. Je pense qu'ils doivent comprendre des réactions telles que celles de la Hongrie. Je pense qu'ils doivent le comprendre. Mais je vous dirai ça dans 3 mois, quoi. Voilà. Une dernière question, peut-être. Oui, monsieur, oui. Est-ce que des perturbations monétaires ou énergétiques peuvent engendrer des conflits Ah oui. Oui, les perturbations monétaires, écoutez, les perturbations monétaires, elles peuvent être catastrophiques pour les économies. On parle beaucoup d'un risque de krach boursier, etc. Ça c'est possible. Mais moi, je me souviens très bien, encore en 1974, le premier choc pétrolier, c'est-à-dire la guerre israélo-arabe, et les Arabes qui, par mesure de rétorsion contre les Occidentaux pro-israéliens, coupent le robinet du pétrole. Alors là, ça a été évidemment un choc, ce qu'on a appelé le choc pétrolier, ça a été quand même le début de la crise dans le monde occidental, et le Japon en fait partie. La sécurité du Japon, la sécurité énergétique du Japon, il dépend totalement pour ses matières premières, et notamment pour l'énergie, mais pas seulement, de l'extérieur. Voilà, totalement. C'est simple. Pratiquement. Si il y a une noria de tankers qui passe, qui vient d'Arabie Saoudite, qui passe par les détroits, le détroit de Colombo, le détroit ici, et qui remonte ensuite au Japon, si à un endroit quelconque le cordon ombilical est coupé, toute l'économie s'effondre. Et il est évident, les Japonais commencent à comprendre que leur sécurité, elle suppose quand même une capacité de projection vers l'extérieur, et pas seulement d'autodéfense de leur propre territoire, parce que n'ayant pas le droit d'une armée, ils ont quand même reconstitué une force d'autodéfense. Alors, ils n'ont pas d'armée, non, ils n'ont pas de marine. Ils ont une force d'autodéfense sur terre, une force d'autodéfense sur mer, et une force d'autodéfense dans les airs. Qui fait quand même la 7e puissance militaire du monde. Hein. Bon, d'accord, ok. Bon, mais même les noms des grades ont changé, enfin, tout ça, c'est exactement une armée, en fait. Mais quand même, il y avait des différences.
La force d'autodéfense, c'est pour se défendre, c'est pas pour attaquer. Ah oui, d'accord, mais un fusil, ça peut servir à se défendre ou à attaquer. Oui, un fusil, oui. Mais par exemple, le porte-avions était considéré par eux comme une force de projection, donc c'était un équipement interdit en quelque sorte aux forces d'autodéfense. Voilà. Le porte-avions, le bombardier à long rayon d'action. Le bombardier à long rayon d'action, en principe, c'est pas pour défendre votre territoire. Bon. Alors, maintenant, tout ça évolue. Ça évolue très difficilement parce qu'il y a un article 9 de la Constitution qui interdit même le recours à la force, d'accord, mais qui interdit même la possession d'une armée, ce qui est un peu gênant quand on a, encore une fois, la 7e puissance militaire du monde. Bon. Mais là, avec les affaires des îles Diaoyu, etc., enfin Senkaku, et leur vulnérabilité en matière de ressources énergétiques, ils sont très conscients ils deviennent de plus en plus conscients que leur sécurité, elle se joue à l'extérieur. Mais d'ailleurs, il faut savoir que Pearl Harbor est déclenché parce que les Américains ont proclamé l'embargo sur le pétrole. Et là, le Japon, il a 3 mois ou pour se soumettre aux desiderata du gouvernement de Washington, se retirer de la Chine, etc., ou pour attaquer, il choisit d'attaquer. Bon. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil. Alors ils ont fait un essai, évidemment, et ils se sont dotés d'une 50aine de centrales nucléaires, et ils sont très intéressés par les projets de fusion, etc., parce qu'ils y voient la possibilité de reconquérir une certaine autonomie énergétique. Sauf qu'avec l'affaire de Fukushima, alors moi quand j'ai été au Japon après Fukushima, je suis d'ailleurs allé à Fukushima, c'est pour ça que j'irradie, vous avez remarqué. C'était quand même, là il y avait un problème d'énergie, hein. On a beau remettre en service les centrales thermiques classiques, il y avait un problème. J'allais dans les ministères, et dans les ministères, il faisait nuit, quoi. Tout était sombre parce que les ministères, vous me donnez l'exemple, on coupait l'électricité dans les couloirs, on n'éclairait pas les couloirs, on éteignait l'électricité partout, pour vous donner l'exemple de l'économie d'énergie qui était imposée au pays à ce moment-là. Ça faisait drôle quand vous baladez dans les couloirs d'un ministère qui ne sont pas éclairés, quoi. Voilà. Donc il est certain qu'il y a à cet égard une réelle vulnérabilité. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre bienveillante attention.